soyez les bienvenus à cette deuxième édition du Dialogue social en action, organisée par le Progrès et la Direction départementale de l'économie, du travail et des solidarités, la DDETS du Rhône. Alors, l'objectif de cet événement est de faire découvrir et illustrer les bienfaits du dialogue social en entreprise. Cet événement unique en région vise aussi à être fédérateur et apporteur de solutions autour du dialogue social et de l'emploi, que ce soit par l'expression de l'ensemble des points de vue portés par les partenaires sociaux, que par la valorisation des expériences et des accords d'entreprise. Ces échanges s'achèveront en début de soirée par la remise de 5 prix. Alors comment va se dérouler cette journée? Très simplement, avec 4 tables rondes qui vont se succéder de 10h30 jusqu'à 17h30. Les thèmes sont les suivants: dialogue social et qualité de vie et conditions de vie au travail, la place du pouvoir d'achat dans le dialogue social, dialogue social, responsabilité sociale des entreprises, la RSE, et le dialogue social et égalité professionnelle. Alors, au nom des organisateurs, je tiens à remercier les partenaires et aussi l'ensemble des participants. Ils sont une trentaine à avoir déjà travaillé en amont de cette journée. Et alors, ce sont des délégués syndicaux, des représentants du patronat, des avocats, des universitaires, des experts. Ils sont déjà tous dans les starting blocks et je vous demande de les applaudir déjà parce que vraiment, ils ont déjà fait un travail formidable. Donc, merci à eux. Mais avant de leur laisser la parole, je voudrais aussi que vous applaudissiez le parrain et la marraine de cette édition qui sont parmi nous spécialement pour cet événement. Je veux parler de Anouché Carvar, qui est donc notre marraine, et Jean-Dominique Simon-Poli, que je vous demande d'applaudir et je vous demande de venir me rejoindre sur la scène. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Alors, Anouché Carvar, vous avez été secrétaire national de la CFDT de 2001 à 2012, vous avez travaillé dans plusieurs cabinets ministériels et aujourd'hui, vous êtes représentante du gouvernement français auprès de l'Organisation internationale du travail, l'OIT, qui est basée à Genève. Et puis, vous êtes également, vous travaillez au sein d'instances intergouvernementales comme les G7 et G20. Compte tenu justement de votre expérience à l'international, est-ce que vous pouvez déjà nous définir un peu ce que c'est que le dialogue social à l'échelle mondiale et est-ce que ça existe justement, le dialogue social au niveau international? Merci beaucoup pour votre accueil. Bonjour à tous et à toutes. Je suis vraiment honorée d'être présente aujourd'hui parmi vous. Le dialogue social au quotidien est un complément essentiel du travail que je réalise au niveau intergouvernemental et multilatéral. Et c'est le dialogue social sur le terrain qui nourrit finalement tout le travail que nous pouvons réaliser dans les instances internationales. Vous me demandez de définir le dialogue social à l'échelle mondiale. Vous savez tous qu'après la Seconde Guerre mondiale, la déclaration de Philadelphie signe l'acte de renaissance de l'OIT qui avait été créé à la suite de la Première Guerre mondiale. Et cette déclaration qui signe donc cet acte de renaissance stipule que tous les êtres humains ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur développement spirituel dans la liberté et la dignité, dans la sécurité économique et avec des chances égales. Elle donne un mandat à l'OIT d'examiner et de considérer, à la lumière de cet objectif fondamental, tous les programmes et actions d'ordre économique et financier dans le domaine international. L'OIT est de cette façon la seule institution des Nations Unies dotée d'un mandat qui consiste à mettre en cohérence les 3 sphères économiques, financières et sociales au niveau mondial. Aujourd'hui, vous imaginez bien que face aux grands défis contemporains que soulèvent le changement climatique, les mouvements migratoires, les changements technologiques, l'OIT doit mener une bataille permanente pour réaffirmer cette spécificité et la pertinence de son mandat initial de justice sociale et de sa méthode. Et cette méthode, c'est le dialogue social, dans le but d'asseoir son rôle dans la gouvernance mondiale et promouvoir la dimension sociale de la mondialisation. Pour cela, l'OIT édicte depuis plus de 100 ans maintenant un corpus normatif,
des conventions internationales, des recommandations au gouvernement. Son système de supervision, à la fois simple et puissant, composé d'experts indépendants et de juges d'échevinage, un peu sur le modèle des prud'hommes, issus des gouvernements, des travailleurs et des employeurs, qui veillent à l'application de ce corpus normatif. Donc voilà, grosso modo, ce que fait l'OIT au niveau du dialogue social mondial. Alors, il y a les grands principes, mais est-ce qu'effectivement, ce dialogue social est vraiment appliqué au niveau international? Alors, d'abord, ce dialogue est une réalité au plan international qui se reflète déjà dans l'organe dirigeant de l'OIT, dont je fais partie, son conseil d'administration, où siègent des représentants des travailleurs et des employeurs aux côtés des représentants des gouvernements. Tous participent à la conférence internationale du travail, lieu de rencontre et de travail des 187 pays membres, avec des délégations tripartites, pendant 15 jours à Genève chaque année. C'est dans ce cadre-là que sont négociées les normes internationales du travail qui sont proposées à la ratification des États membres. Mais le dialogue social mondial ne s'arrête pas à l'OIT. Il existe aussi un dialogue social à l'échelle de celle des entreprises multinationales, les grandes entreprises qui ont conclu avec les fédérations syndicales internationales des accords de portée mondiale en matière de droits fondamentaux ou des conditions de travail, de même que des modalités de suivi de ces accords et de leur mise en œuvre au niveau du siège et des filiales de ces entreprises multinationales. On pouvait compter en 2017, par exemple, 300 accords cadres mondiaux, parmi lesquels une centaine sont conclus par les groupes français. Et puis, enfin, en France, la loi devoir de vigilance de 2017, qui avait été adoptée à la suite de la tragédie de Rana Plaza, ouvre un champ de concertation à investir par les organisations syndicales implantées dans les entreprises multinationales qui sont légalement tenues de produire des plans de vigilance par rapport aux risques d'atteinte aux droits humains, à la santé et sécurité des travailleurs et à l'environnement, tout le long de leur chaîne d'approvisionnement mondiale. Cette loi a eu des émules, la loi française qui a été pionnière, a eu des émules dans d'autres pays développés, l'Allemagne, la Norvège, les Pays-Bas, le Canada, qui ont suivi l'exemple français. Et aujourd'hui, l'Union européenne, sous présidence française, vient d'avancer une proposition de directive pour exercer un devoir de vigilance sur les chaînes d'approvisionnement de toute entreprise, qu'elle soit d'origine européenne ou implantée et opérant sur le marché commun dans ce domaine-là. Donc vous voyez bien que le dialogue social mondial peut prendre des formes très diverses. Alors justement, il prend des formes très diverses dans chaque pays, selon ses traditions et son histoire. Quels enseignements peut-on tirer de cette diversité d'expériences ? Alors, ce que l'OIT a fait, c'est que l'ensemble des droits et règles qui sont consignés dans les 190 conventions internationales de l'OIT reposent maintenant, aujourd'hui, sur un socle commun, qu'on appelle l'agenda du travail décent et qui regroupe 4 thèmes, plus un thème transversal. Le premier thème, c'est l'accès à un travail productif et convenablement rémunéré. La sécurité sur le lieu de travail et la protection sociale, c'est le deuxième thème. Un troisième thème sur les meilleures perspectives de développement personnel et d'insertion par le travail. Quatrième thème, très important pour nous, c'est la liberté pour les individus d'exprimer leurs revendications, de s'organiser, de participer aux décisions qui affectent leur vie. Et enfin, un thème transversal aux 4 qui concerne l'égalité des chances et de traitement entre les hommes et les femmes. Ce socle commun est suffisamment souple pour répondre à la diversité des situations que vous soulignez, dans lesquelles on peut déployer ce programme, cet agenda de travail décent, sous le regard, une fois de plus, exigeant du système de supervision de l'OIT. En méthode, cet agenda repose sur une culture de dialogue social dans les pays qui consiste à faire participer les travailleurs à la définition de leurs conditions de travail, à la définition de la politique générale des entreprises,
à reconnaître aussi l'implication des travailleurs comme véritable facteur de performance économique à court et à moyen terme, et à créer un climat de confiance par la reconnaissance de la représentativité des divers partenaires. Les conventions de l'OIT, qui traitent de la liberté syndicale et du droit à la négociation collective, couvrent une gamme très large d'exigences qui va donc du droit à l'information jusqu'à un droit à la codétermination, avec l'idée que l'entreprise ne se résume pas exclusivement à une conception patrimoniale liée à la propriété du capital. Alors on voit que le monde du travail évolue très vite, quels que soient les pays, hein, mais quel est l'impact du coup sur le dialogue social ? Alors, le dialogue social, ce n'est pas à vous que je l'apprendrai, a longtemps été essentiellement assimilé au cadre dans lequel les travailleurs et les employeurs négociaient la répartition des fruits de la croissance, dans un contexte toujours souvent conflictuel, où les travailleurs étaient censés arracher des droits à des employeurs rétifs. Dans les pays les plus riches, aujourd'hui, avec les mutations qui sont induites par ce qu'on appelle au niveau international les 3D, qui sont la digitalisation, la décarbonation et la démographie, les citoyens sont aussi à la recherche de nouveaux repères au travail, de nouvelles attentes qui émergent en conséquence à l'endroit du travail, de sa contribution à l'épanouissement personnel, mais aussi à son utilité sociale et environnementale. C'est pour ça que le dialogue social, dans les pays les plus industrialisés, étend son champ d'intervention au-delà des thèmes classiques de salaire et de protection sociale pour comprendre le travail lui-même. En France, la négociation sur la qualité de vie au travail, qui s'est développée ces dernières années, nous en avons l'illustration tout à l'heure, illustre bien cette tendance, tout comme la place importante que prend dans l'ensemble des pays industrialisés la question de la RSE, autre nouvel objet de dialogue en réponse à cette exigence de sens qui est réclamée par les salariés. Il faut aussi regarder ce qui se passe du côté des pays en développement, car dans ces pays-là, c'est le travail informel qui modifie totalement le visage du dialogue social. L'OIT a adopté une recommandation en 2015 pour favoriser la transition de ces emplois informels vers le secteur formel, mais elle dénombre déjà que selon les régions en développement, on a entre 45 et 90% en Afrique, par exemple, de travailleurs qui appartiennent à l'économie informelle, c'est-à-dire principalement des femmes, des jeunes, des migrants, des pans entiers de leur travail échappent de cette façon au pouvoir public, mais aussi aux organisations syndicales de salariés pour instaurer un dialogue social. Et puis, partout dans le monde, dans les pays en développement comme dans les pays développés, avec le développement de l'économie collaborative, vous savez très bien que de nouvelles formes du travail voient le jour à la frontière du salariat et du travail indépendant dans un environnement concurrentiel très féroce. Et ces nouvelles formes de travail présentent, pour ceux qui les exercent, évidemment quelques opportunités, mais aussi beaucoup de risques, des nouveaux risques. Et le dialogue social aujourd'hui cherche à s'adapter, un peu en tâtonnant, parfois en innovant, à cette nouvelle donne. Donc voilà un peu comment je vois les évolutions du dialogue social avec ces méga-tendances. Alors si on revient sur l'Hexagone, justement, comment situer le dialogue social en France par rapport à d'autres pays à un niveau de développement comparable ? Oui, c'est une excellente question qui nous renvoie aussi à toute cette journée qui est organisée ici. Et comme je le disais déjà dans vos colonnes, la pratique du dialogue social évolue en France au fur et à mesure que cette pratique quitte la sphère tripartite interprofessionnelle nationale pour s'ancrer dans les lieux de travail au plus près des salariés. Au niveau des entreprises, le dialogue social est de plus en plus considéré comme facteur de succès des organisations, ça c'est la note optimiste. On compte alors sur ces résultats comme levier d'adaptation, de performance. Et si on regarde le dernier rapport qui date de 2022
sur le dialogue social dans le monde de l'OIT, on voit que les pays de l'Europe de l'Ouest, et la France, bien sûr, parmi ces pays, sont en tête des pays où la couverture des salariés par une convention collective négociée est la plus élevée. Donc c'est un vrai motif de fierté pour ces pays et pour la France. Mais je dis aussi qu'il y a une nuance à apporter à ce succès, parce qu'une grande majorité des salariés français ignorent que ces droits protecteurs sont le fruit de négociations entre leurs représentants et les employeurs. D'où l'importance, je pense, d'événements comme celui-ci aujourd'hui pour donner à voir le dialogue social dans les actes et pour valoriser aussi le travail de celles et ceux qui s'y collent au quotidien. Nous allons tous y contribuer. Merci beaucoup Anouché Carva. Je me retourne maintenant vers Jean-Dominique Simon-Poli. Vous êtes ancien secrétaire général de la Fédération des services financiers de la CGT. Vous avez dirigé l'association Dialogue, qui est une association favorisant le dialogue social. Vous êtes l'auteur de plusieurs rapports officiels. Depuis 2020, vous présidez le conseil d'administration de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, l'institution qui se charge notamment de la formation des inspecteurs du travail. Et puis, il y a peu de temps, vous avez créé un cabinet de conseil, la Fabrique du social, pour accompagner justement les entreprises et les organisations syndicales sur les questions liées au dialogue social. Alors Jean-Dominique Simon-Poli, vous allez, comme la marraine, assister à l'ensemble des tables rondes. Qu'est-ce que vous aimeriez entendre tout au long de cette journée ? Ce que j'aimerais entendre d'abord, bonjour à vous tous, même si je ne vous vois pas bien parce qu'on a le projecteur dans les yeux. Ce que j'aimerais entendre, c'est que finalement, le dialogue social, c'est une construction inachevée. Anouché l'a évoqué dans sa dimension internationale et française. Il faut se rendre compte que c'est quelque chose de relativement nouveau chez nous. C'est les années 80 qui ont donné une dynamique nouvelle au dialogue social, en particulier avec les lois Auroux. Et plus récemment, je crois qu'il y a un événement dont on va fêter les 15 ans l'année prochaine. L'événement, c'est la loi de 2008, qui a redéfini un peu fondamentalement les critères de légitimité des acteurs, c'est-à-dire qu'on leur a octroyé cette légitimité par le vote des salariés, ce qui était relativement nouveau, complètement nouveau, puisqu'auparavant c'était la présomption irréfragable de représentativité qui régentait le dialogue social en France. Et ça a été, je crois, une espèce d'une nouveauté dont on voit encore aujourd'hui l'intérêt, c'est-à-dire que ça a permis de développer de manière tout à fait massive le dialogue social dans notre pays. Et d'ailleurs, ce qui est assez, pas surprenant, mais assez rigolo, j'aurais tendance à dire, c'est qu'on voit que, quelle que soit la couleur des gouvernements politiques depuis 2008, chacun à sa manière a donné et a redonné de la vigueur au dialogue social. Et aujourd'hui, ça paraît comme une banalité de dire qu'on négocie dans les entreprises, mais c'est relativement récent, je vous dis, ça remonte à une quarantaine d'années. Et ce qui me semble important dans cette journée, c'est que vous êtes vous-même les acteurs de ce dialogue social, vous êtes convaincus qu'on a besoin d'avoir un dialogue social de qualité dans notre pays, mais que, en même temps qu'on a redéfini la légitimité des acteurs, on a repensé le rôle de l'État. On lui a redonné une place qui devrait être la sienne de manière plus générale, mais une place qui lui permet de fixer le cadre général, mais tout en laissant la place aux acteurs pour définir leur propre cadre d'entreprise et au niveau de la branche. J'aurais tendance à dire, alors je vais peut-être marquer un peu le trait, mais maintenant chaque entreprise peut définir son propre code du travail, d'un certain point de vue. C'est relativement nouveau, ça montre les avancées, mais ça montre aussi les dangers et les opportunités et les limites. Et enfin, la chose qui me paraît aussi importante, c'est que dorénavant, on fait confiance aux acteurs du dialogue social. Là aussi, c'est quelque chose de relativement nouveau. Et cette confiance, elle est assise sur la légitimité, elle est assise sur l'engagement, sur la responsabilisation des uns et des autres. Et on voit qu'aujourd'hui, du côté syndical comme du côté des entreprises, chacun a pris la mesure de la responsabilité qui est la sienne pour faire bouger les organisations du travail, pour faire bouger le dialogue social. Et de ce point de vue-là, il y a un pas important qui a été franchi. Alors, parmi les thèmes, moi, qui vont sans doute être abordés dans le courant de cette journée, je vais finir là-dessus, il y a un sujet qui me paraît tout à fait déterminant aujourd'hui,
c'est comment on peut concilier dans le dialogue social la singularité de l'individu, qui est revendiquée aujourd'hui par beaucoup de salariés, la majorité d'entre eux, hein, qui veut être reconnu dans son travail, dans son apport au travail, dans son apport à l'entreprise, et la dimension collective. Comment les accords et le cadre collectif peut être aujourd'hui renouvelé pour permettre à chacun de s'y retrouver dans les propositions qui sont faites, dans les accords qui sont signés et dans le contenu de ces accords. Et je pense que ça, c'est un enjeu tout à fait décisif. Et peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir dans le courant de la journée. Et enfin, moi je suis convaincu, hein, mais bon, Anouchet, de ce point de vue-là, elle doit être d'accord avec moi, c'est que tout ce qu'on peut faire pour redynamiser le dialogue social, c'est aussi fait pour favoriser le fait syndical. C'est pour permettre au syndicalisme de retrouver une certaine vigueur aujourd'hui qu'il a perdue au fil du temps. Le fait syndical étant ce qu'il est et le syndicalisme étant ce qu'il est également, c'est qu'aujourd'hui on voit bien dans les entreprises, le syndicalisme il a du mal à exister. Alors pour toute une série de raisons, mais je pense que par le dialogue social, il peut retrouver de la vigueur et je pense qu'on aura l'occasion de le voir tout au long de la journée. Merci à vous deux.